Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, Monsieur le Premier ministre, cher François, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, crise et conflits au Moyen-Orient, une Europe menacée dans sa cohésion, des désordres monétaires, des déséquilibres financiers partout, la flambée des prix de l'énergie, de très graves incertitudes géopolitiques, enfin, des Français habitués à être protégés, mais si profondément inquiets pour leur avenir. Non, ne craignez rien, je n'ai pas interverti mon intervention prévue demain devant le Conseil européen avec celle que je viens prononcer aujourd'hui devant vous. C'est bien de Georges Pompidou, de son ambition, de ses réalisations européennes que je suis venu parler, et cela à l'heureuse initiative d'Édouard Balladur, que je remercie de m'y avoir associé. Si je pose ce cadre, au-delà de toute ressemblance et des redondances de l'histoire, c'est parce que j'ai souhaité évoquer ici, devant vous, les rapports de Georges Pompidou à l'Europe. Je l'ai souhaité pour comprendre quelle était sa vision de la construction européenne. Je l'ai souhaité pour évaluer à sa juste mesure ce que l'Europe lui doit. Et je l'ai souhaité non seulement pour rendre hommage à son action, mais pour dire combien la politique de Georges Pompidou fut profondément moderne et combien elle fait écho aujourd'hui à notre propre avenir. Qu'était le monde alors? En juin 1969, l'Europe des Six avait à peine plus de 10 ans. Pour l'essentiel, elle recouvre le marché commun industriel avec l'union douanière réalisée en juillet 1968 et une politique agricole dont il faut bien reconnaître qu'elle était encore adolescente. Cette Europe pourtant en pleine croissance est alors paralysée. Paralysée par le veto français à la candidature britannique. Veto qui, depuis 1963, bloque le renforcement de la construction européenne car nos 5 partenaires refusent que le Royaume-Uni soit laissé à l'écart. Le cadre géopolitique mondial est celui de la domination alors à son sommet des 2 superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, et pour l'Europe, cet enracinement des 2 blocs dans la détente porte en lui le risque d'une marginalisation durable. Dans le même temps, c'est l'époque des turbulences et des désordres monétaires, entre 69 et 74, d'évaluation, réévaluation à répétition des principales monnaies européennes, et déjà l'agonie du système monétaire international édifié à Bretton Woods. C'est enfin, après plus de 2 décennies d'une croissance vigoureuse, un horizon économique qui s'assombrit. Les 30 Glorieuses jettent en France leur dernier feu, mais les Français ne le savent pas, et notre pays vit une de ces périodes d'euphorie et d'insouciance dont il a seul le secret. Pourtant, avec l'aggravation des déséquilibres américains, le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour, le début du décollage asiatique dans le sillage du Japon et les prémices d'une révolution technologique dans le secteur des télécommunications, c'est tout l'équilibre d'un monde hérité de la Deuxième Guerre mondiale qui va changer et que Georges Pompidou doit affronter. C'est à l'aune de ces enjeux de l'époque et à la lumière de chacun de ces défis qu'il faut donc évaluer l'action européenne du président Pompidou. Entre les crises spectaculaires de l'époque du général de Gaulle et les décisions symboliques fortes du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, l'importance de l'œuvre européenne de Georges Pompidou n'a pas toujours été mesurée, cher Édouard, à sa juste place. Pourtant, son œuvre européenne a été essentielle pour la suite de notre histoire commune. D'abord, l'élargissement. L'élargissement, on ne le dit pas assez, fut le défi européen le plus visible du président Pompidou. L'élargissement à ce moment de la construction européenne, c'est avant tout la question de l'adhésion du Royaume-Uni, à laquelle le général de Gaulle s'était opposé 2 fois. Pendant la campagne électorale de 1969, Georges Pompidou a le courage d'affirmer, je cite, « Il serait dramatique de laisser l'Angleterre hors de l'Europe ». Georges Pompidou est convaincu que la Grande-Bretagne a besoin de l'Europe et que l'Europe a besoin de cette Grande-Bretagne
qui a tant fait non seulement pour l'esprit, mais aussi pour la liberté de l'Europe. Cette entente avec la Grande-Bretagne, qui ne saurait être opposée à l'indispensable moteur franco-allemand, Georges Pompidou est bien décidé à la relancer. Eh bien, ce fut une grande source d'inspiration pour nous, cher François Fillon, cher Alain Juppé, parce que l'entente franco-britannique est l'autre grand axe européen. Une entente indispensable à l'Europe dans le domaine de la défense, où nos deux pays assument un rôle absolument irremplaçable. Et c'est pour renforcer cette coopération que nous avons signé avec David Cameron le traité de Lancaster House. Et c'est grâce à cette coopération que l'Europe joue aujourd'hui un rôle leader en Libye pour protéger le peuple libyen des exactions de Kadhafi, et cela conformément aux résolutions des Nations Unies. L'élargissement de 1972, accepté par les Français lors d'un référendum, a tracé la voie des élargissements futurs. Ils sont toujours difficiles, tant il est vrai qu'il est évidemment plus simple de travailler à 6 qu'à 27. Mais disons les choses, ils sont indispensables. D'abord parce qu'ils permettent de réunir la grande famille des peuples européens. Qui peut prétendre que l'Espagne, en 1986, l'Autriche en 1995, la Pologne en 2004, pour ne prendre que ces quelques exemples, n'ont pas contribué à l'histoire de l'Europe, qu'ils ne sont pas l'Europe. Il en va de même demain pour la Croatie et après-demain pour la Serbie. Ensuite, parce que l'Union est plus forte de 160 millions d'habitants en 1969, elle est passée à plus de 500 millions aujourd'hui, devant les États-Unis, loin devant la Russie, qui naguère l'a dépassé de beaucoup. Eh bien, cet élargissement aux nations européennes que Georges Pompidou assuma en 1969, j'ose le mot, ce fut une rupture. Il nous appartient de l'assumer à notre tour. Nous le faisons puisque demain, au Conseil européen, nous conclurons la négociation ouverte en 2005 avec la Croatie, qui deviendra ainsi le 28e membre de l'Union européenne. Ensuite, nous devons à Georges Pompidou le renforcement des institutions européennes. Il a l'intuition que seule l'implication personnelle des chefs d'État et de gouvernement permettra de relancer la construction européenne et de la doter d'une véritable direction politique. Il prend l'initiative, comme cher Édouard, vous venez de le rappeler, de réunions régulières, de sommets européens. Ces sommets deviendront en 1975 les Conseils européens, et le traité de Lisbonne a parachevé l'exercice, cher Laurent Wauquiez, avec la présidence stable. C'est donc à la prémonition de Georges Pompidou que nous devons ce Conseil européen auquel je vais me rendre demain. On a parfois reproché à Georges Pompidou sa méfiance instinctive à l'égard de structures trop distendues dans lesquelles les États viendraient se perdre. Mais n'oublions pas que c'est une Europe encore au début de sa construction, une dizaine d'années seulement après l'entrée en vigueur du traité de Rome dont nous parlons ici. Pour autant, Pompidou lui-même n'excluait pas à terme des institutions intégrées. J'ai noté qu'en janvier 1971, il disait « c'est pour plus tard ». C'est-à-dire qu'un jour, Pompidou parle, il y aura un gouvernement européen avec des attributions que les gouvernements lui auront transférées. Ce sera le stade final, un gouvernement européen avec également, poursuit-il, un Parlement européen. Car il faudra bien qu'un gouvernement européen se dégage des responsabilités nationales et assume ses responsabilités européennes. Ces propos préfigurent très largement le gouvernement économique que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place. Ces propos sont ceux d'un visionnaire, pragmatique mais visionnaire quand même. Et voilà bien un oxymore qui correspond à la personnalité politique de Georges Pompidou. C'est également Georges Pompidou qui a jeté les premières fondations d'une Europe politique. L'Europe, pour lui, c'est avant tout la possibilité pour la France de rester un acteur de l'histoire. Je cite, « La France ne peut garder, voire accroître son rôle dans le monde qu'en s'unissant aux autres nations européennes », qui semble loin le débat entre centristes et gaullistes. C'est ce que Pompidou confiait aux Français avec ce bon sens politique qui fait souvent les meilleurs stratèges.
À ce moment précis de notre histoire, le moyen de continuer à défendre nos intérêts face à l'Amérique de Nixon et de Kissinger, une Amérique qui cherche en permanence à obtenir l'alignement des Européens sur ses choix monétaires, économiques et politiques. C'est aussi le moyen de continuer à tenir bon face à l'Union soviétique de Brejnev, notamment pour déjouer la manœuvre soviétique qui espère instrumentaliser l'ostopolitique du chancelier Brandt pour diviser les Européens. Eh bien, pour le président Pompidou, l'Europe est le moyen de démultiplier une puissance française qu'il qualifiait alors lui-même de moyenne. Georges Pompidou est un réaliste. Oui, la France est déjà ce qu'il est convenu d'appeler une puissance, mais une puissance moyenne. L'empire qu'elle avait conquis au nom des principes de la République est mort de cette seule incohérence. Sa richesse accumulée par des siècles d'efforts et d'épargne est depuis longtemps concurrencée par l'essor de nouvelles économies. Pour autant, la France demeure une puissance politique, car sa voix sait se faire entendre, et cela grâce à sa place et à son rôle en Europe. L'histoire a confié à la France une mission majeure, celle de s'engager pour le respect du droit, des peuples, des nations et de la liberté. Eh bien, permettez-moi de réaffirmer devant vous que la France n'est jamais une puissance moyenne lorsqu'elle est fidèle à son destin. Et au fond, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle assume sa mission historique. Parmi les hommes d'État français, Georges Pompidou est donc l'un des premiers à penser l'Europe autrement que comme la simple addition des nations qui la composent. On lui doit l'adoption de l'expression « identité européenne » que je n'ai pas inventée. Il a employé cette expression « identité européenne » à Copenhague en 1973, et avant cela, dès 1969, la perspective d'une Union européenne qu'il annonçait pour 1980. Une Union européenne, ces mots furent choisis et imposés par lui, qui engloberait les activités communautaires, mais aussi la coopération politique. Eh bien, c'est ce que nous avons réalisé avec le traité de Lisbonne. Nous devons enfin à Georges Pompidou d'avoir été l'un des premiers à se fixer l'objectif d'une union monétaire. Avec l'achèvement du marché commun dans ses dimensions industrielles et agricoles, il estimait que l'intégration économique toujours plus poussée, qui était aussi pour lui l'instrument de la modernisation de l'économie française, exigeait d'abord le resserrement des parités entre les monnaies et même, disait-il, la coordination des politiques monétaire. La création du serpent monétaire, c'était aussi après la crise du dollar et que l'Amérique se fut dérobée à ses responsabilités, le moyen de constituer une zone de stabilité et de coopération monétaire qui permettrait à l'Europe de peser sur la réforme nécessaire qu'il appelait de ses vœux du système monétaire international. Et c'est sous Georges Pompidou, grâce à son impulsion personnelle, que va commencer la longue marche des Européens vers l'euro, parce qu'il a compris le coût et les dangers de la rivalité des monnaies et des dévaluations dites compétitives dans un marché commun. Georges Pompidou est convaincu qu'il faut se donner pour objectif l'union monétaire. Cette grande ambition ne sera réalisée que 20 ans plus tard, avec le traité de Maastricht. Mais aujourd'hui, il appartient à notre génération de défendre cet héritage et de travailler à le renforcer en complétant l'union monétaire par une véritable union économique fondée sur la solidarité et la convergence. C'est un combat de chaque instant avec nos amis allemands. Au fond, Georges Pompidou était un réaliste, ce qui, pour un chef d'État contraint de faire avec le monde tel qu'il est, me semble-t-il, une qualité primordiale. L'histoire a démontré que les chefs d'État idéalistes plongeaient plus souvent les peuples dont ils avaient la charge dans les affres du chaos que dans les délices de la félicité. Mais dire, comme l'ont prétendu certains, qu'il aurait manqué de vision est injuste, surtout faux. Ce n'est d'ailleurs pas la seule injustice dont Georges Pompidou aura été, au cours de sa vie, la victime. N'insistons pas. Georges Pompidou estimait qu'il fallait faire l'Europe plutôt que d'en parler. L'Europe se fait en marchant, disait-il. Eh bien, il a fait l'Europe avec méthode, avec le souci d'avancer qui impliquait aussi de rassurer ses partenaires
avec l'Allemagne comme partenaire privilégié, mais sans exclure la Grande-Bretagne. Et Alain Juppé comme François Fillon peuvent porter témoignage que c'est vraiment une préoccupation que j'ai portée dès les premiers instants de mon engagement politique. Eh bien, c'est parce qu'il était profondément réaliste que Georges Pompidou a été profondément ambitieux pour l'Europe. Car l'intégration européenne était alors et demeure aujourd'hui la condition de la prospérité et la condition du rayonnement de la France. Elle était aussi et surtout la condition même de la paix. Cette évidence, le président Pompidou l'exprimera avec la force de l'homme d'État, le talent de l'homme de lettres, en 1972, devant les élèves de Sciences Po, je le cite, « Notre foi nationale ne nous empêchera pas de poursuivre avec obstination l'œuvre de regroupement de vieux peuples qui furent, chacun à leur tour, les premiers du monde, et que leurs déchirements conduisirent l'un après l'autre au bord du néant. » L'Europe comme condition de la paix et comme condition de la prospérité. Eh bien, elle l'était hier dans un univers bipolaire. Eh bien, l'Europe le reste plus encore de nos jours, dans un monde où émergent de nouveaux pôles de puissance. Au fond, le président Pompidou a eu la grande intelligence de faire la politique européenne qui exigeait son époque, quand l'Europe était encore un effort très loin d'être une évidence. Si les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de ses ambitions, si des espoirs ont été déçus, si l'Europe n'a pas réalisé son union monétaire et politique aussi vite qu'il l'aurait souhaité, eh bien c'est finalement à son initiative, ou sous son impulsion, qu'ont été jetées les fondations sur lesquelles repose l'Europe d'aujourd'hui. Avec une modestie paysanne qui lui était naturelle, Georges Pompidou a laissé à ses successeurs le soin de récolter ce qu'il avait lui-même semé. Il serait tout aussi juste de dire qu'il en est de même pour la France. C'est lui qui a mis notre pays sur les rails du XXIe siècle. Je compte bien, cher Édouard, le rappeler avec force à tous les Français le 5 juillet prochain à Montboudif, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Nous ne devons pas laisser cette part de notre histoire dans l'ombre, au prétexte que celui qui l'incarne n'aimait pas la lumière. Certains, par calcul politique ou aveuglement idéologique, ont, dès le lendemain de sa mort, traité par l'oubli, parfois par le mépris, l'héritage politique de Georges Pompidou. Mal leur en a pris, car l'histoire lui a déjà rendu hommage et les Français, eux, n'ont jamais cessé de l'aimer. Cela aussi, je tenais à vous le dire, à vous qui êtes les amis de Georges Pompidou et qui contribuez avec intelligence et passion à entretenir son souvenir. Je vous remercie.